Le régime fiscal, régime d'échange dans le nouveau code minier de mars 2018. Une thématique qui vous sera développée avec nous sur ce plateau. Alpha Madoukou, qui est expert en droit minier. Mais bien avant cela, je vous demanderai de suivre cet état de choses. Le boom mondial des batteries des smartphones et des voitures électriques a provoqué une flambée des prix du cobalt, 75 000 $ la tonne. Et le pays est le premier producteur mondial. La RDC est aussi premier producteur africain de cuivre qui s'échange sur le marché des métaux à Londres à plus de 7 000 $ la tonne pour la première fois depuis 3 ans et demi. La production congolaise de cuivre a explosé de 27 000 tonnes en 2002 à plus de 1 million de tonnes en 2016. Selon le préambule du nouveau code minier, du Katanga aux régions du Kivu, en passant par les Kasaï, le sous-sol offre aussi à l'économie mondiale de l'or, du diamant, du cobalt, du coltan. La RDC est souvent comparée à un scandale d'abondance géologique qui côtoie un autre scandale, la pauvreté d'une grande partie de ses 80 millions d'habitants. Après bien des péripéties, le gouvernement congolais a présenté en décembre au Parlement une révision du code minier datant de 2002 pour faire des mines un véritable moteur de développement du pays. Le nouveau code minier prévoit l'élargissement de l'assiette et le relèvement de taux de la redevance minière. Il prévoit des taux allant jusqu'à 5% pour les métaux stratégiques, dont probablement le cobalt, et 6% pour les pierres précieuses. La loi fixe actuellement un taux de 1%, relevé à 2,5% dans certaines entreprises. Kinshasa abat aussi la carte du patriotisme économique, relèvement de la participation de l'État dans les capitales des sociétés minières et sous-traitance exclusivement réservée aux seules sociétés dont la majorité du capital est détenue par les Congolais. La RDC veut enfin la mise en œuvre effective du rapatriement des 40% des recettes des ventes des minéraux à l'exportation. Dans l'esprit du nouveau code minier, la GECAMINE annonce aussi de nouveaux partenariats avec une répartition actionnariale plus égalitaire, en augmentant la part de l'État, actuellement de 17%, et l'implication réelle et croissante des cadres congolais. Ce nouveau code et ces nouveaux partenariats suffiront-ils pour que les richesses de la République démocratique du Congo soulagent la pauvreté des Congolais qui se demandent, parfois résignés? Élément de réponse dans cette émission. Alpha Moudoukou, vous êtes expert en droit minier. Quel est votre commentaire par rapport à cet état des lieux? Évidemment, je suis touché par toutes les analyses qui ont été faites. Évidemment, c'est ça l'objet même de la révision du code minier. Parce que le législateur, si vous regardez dans le code minier, nous allons parler dans le régime fiscal, parle de minerais stratégiques. Ça signifie que c'est l'autorité qui a la compétence discrétionnaire de qualifier in concreto au regard de l'évolution des cours des matières premières sur les marchés internationaux, ce qu'on peut appeler minerais stratégiques. Alors pour l'instant, on sait que c'est le cobalt qui est le minerai stratégique. Et si vous regardez même le taux de la redevance minière aujourd'hui, dans la loi numéro 18/001 du 9 mars 2018, modifiant la loi de 2002 portant code minier, le taux de la redevance pour les minerais stratégiques aujourd'hui est fixé à 10%, la redevance minière. Évidemment, nous allons développer tout ça. L'enjeu, c'est de voir sur le plan fiscal comment le code minier peut avoir un impact sur les rendements. Les rendements et évidemment un impact sur la maximisation des recettes publiques. Et là déjà, vous répondez à la question de savoir quel est le régime fiscal dans le nouveau code minier. Alors, votre question est très importante parce que la suite du raisonnement dépend de la structure que nous allons présenter du régime fiscal. Alors, le régime fiscal minier est triptyque, comme on le dit. Il y a le régime fiscal de l'exploitation industrielle ou le régime fiscal d'exploitation à grande échelle, ça c'est pour les grandes entreprises. Et il y a le régime fiscal d'exploitation des petites mines. Là, la différence entre l'exploitation des petites mines et l'exploitation à grande échelle, c'est par rapport au coût d'investissement. Et
ceux qui sont dans l'exploitation des petites mines, qui sont titulaires de permis d'exploitation des petites mines, sont soumis à un taux d'imposition forfaitaire unique de 10%. Ce qui fait que du chiffre d'affaires sur la vente des matières premières minérales, ce qui fait que ces titulaires sont exonérés de l'impôt mobilier, de l'impôt professionnel sur les bénéfices, ils sont exonérés de l'impôt exceptionnel sur la rémunération des personnels expatriés, mais aujourd'hui, ils sont soumis à la TVA, alors que sous l'empire du Code de 2002, ils étaient exonérés de l'UCA. Et ce qu'il faut dire, c'est que le législateur a apporté une innovation très importante. C'est que le législateur n'utilise plus le terme exonération pour l'exploitation de petites mines, mais il préfère le terme exemption. Évidemment, cela est très pertinent en droit fiscal. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre l'exonération et l'exemption. Lorsque vous êtes exonéré, ça signifie que vous êtes déchargé, évidemment, de payer l'impôt pour un temps. Si vous prenez les codes des investissements, vous êtes exonéré, c'est là que vous êtes dans les codes, dans les zones A, B, C. La durée, c'est différente. Alors que quand on est exempté, on est définitivement déchargé de payer l'impôt. Deuxième différence, c'est que quand on est exonéré, on garde l'obligation de déclaration. Vous devez souscrire à la déclaration auprès de l'administration fiscale. Alors quand on est exempté, on perd l'obligation déclarative. Sauf pour les droits de douane et les droits d'accise. Si vous regardez le nouveau code de douane, parce que les droits de douane, évidemment, sont des impôts indirects. Notre loi de 2010 sur le code de douane, l'article 112 dit que l'exemption n'exonère pas, évidemment, la CGT à souscrire à une déclaration. Ça, c'est en matière des droits de douane. Cela est très important parce qu'aujourd'hui, les titulaires des droits, des permis d'exploitation de petites mines ne pourra plus déclarer l'impôt mobilier, l'impôt professionnel sur les bénéfices. Parce que les législateurs préféraient utiliser les concepts exemption. Mais le régime fiscal d'exploitation des petites mines, c'est un régime fiscal optionnel. Avant de commencer l'exploitation, vous devez choisir soit d'aller dans l'exploitation à grande échelle ou de rester dans le régime fiscal d'exploitation des petites mines. Et dès lors que vous levez l'option, l'option est irrévocable. Ça, c'est très important. Alors, la ratio legis de cette option... Donc, la raison pour laquelle l'option a été prise, évidemment, c'est le rendement. Vous savez, c'est les principes sacrés en droit fiscal. Parce que si vous préférez pour les régimes fiscaux d'exploitation à grande échelle, bien que vous êtes dans l'exploitation à petite échelle, ça signifie que l'État va beaucoup gagner, vous allez beaucoup plus payer. Et il y a aussi le régime fiscal d'exploitation artisanale. Et là, si vous prenez l'article 262, le régime fiscal d'exploitation artisanale n'est pas fixé directement dans les codes. Le législateur fait un renvoi au règlement minier. Et les règlements miniers, si vous prenez les articles 538, 537, disposent que les titulaires qui sont dans l'exploitation artisanale ne peuvent pas s'exonérer de leurs obligations en matière fiscale. Ce qui signifie que si vous prenez l'article 537, les règlements miniers renvoient au ministre des Finances et des Mines de prendre un arrêté interministériel pour fixer les régimes fiscaux. Cela ne signifie pas que les ministres des Mines et les ministres des Finances vont créer d'autres impôts, parce que les impôts sont régis par les principes de la légalité. Ils vont simplement prendre un arrêté interministériel pour faire la nomenclature ou les numérations des impôts auxquels ceux qui sont dans l'exploitation artisanale, je vois les créateurs, les copteurs agréés, les négociants, peuvent être soumis. Ça, c'est très important parce que la suite du raisonnement, évidemment... le régime, quid alors du régime d'échange? Le régime d'échange, je vais revenir, les régimes d'échange, parce que je n'ai pas fini le régime fiscal, mais les régimes d'échange, c'est aussi un régime optionnel. Vous pouvez opter soit de rester dans les régimes d'échange minier ou d'aller dans les régimes d'échange prévus dans les codes miniers. Évidemment, la Banque centrale, parce que le Premier ministre, qui est le titulaire du pouvoir réglementaire principal, c'est lui qui prend les règlements subordonnés de mise en œuvre, évidemment, du code minier. Parce que le domaine des mines, c'est le domaine de la loi. Ce qui fait que les règlements de mise en œuvre, c'est un règlement subordonné. Alors, le ministre des Mines, le Premier ministre a coupé sa compétence. Il a cédé une partie de sa compétence à la Banque centrale en matière d'échange. Et c'est le conseil de la Banque centrale qui devient législateur en quelque sorte par délégation et qui prend des instructions, qui sont des actes réglementaires de mise en œuvre des codes miniers en matière d'échange. Alors, aujourd'hui, par exemple, si les titulaires des droits miniers veulent effectuer l'exportation des biens, il
ou l'importation des biens, il doit souscrire ce qu'on appelle la déclaration d'importation ou d'exportation des biens. Soit déclaration modèle IB pour l'importation des biens, modèle EB pour l'importation des biens, modèle ES pour l'exportation des services. Mais la facilité pour les titulaires des droits miniers et ceux qui sont dans les hydrocarbures, c'est qu'on a intitulé ce qu'on appelle les licences d'exportation ou d'importation formule globale. Ça signifie qu'ils peuvent simplement faire la prévision des opérations d'exportation ou d'importation trimestriellement et ne plus revenir à la Banque centrale. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup plus dans les régimes d'échange prévus par les nouveaux codes, c'est les rapatriements. Parce qu'avant, vous l'avez dit ici, avant les rapatriements, c'était de 40%. Vous devez rapatrier 40% des recettes d'exportation. Et vous gardez 60% dans votre compte principal à l'étranger et dans les comptes de services de la dette extérieure à l'étranger. L'innovation introduite par les nouveaux codes, c'est que les nouveaux codes distinguent. Vous avez l'obligation aujourd'hui, non pas de rapatrier 40%, mais de rapatrier 60%. Et de garder 40% dans votre compte principal à l'étranger et les autres comptes. Mais c'est là, si l'investissement n'est pas encore amorti, ça signifie qu'il n'y a pas encore retour sur investissement. Vous n'avez pas récupéré les coûts investis. Là, on vous donne la possibilité de garder l'effort à l'étranger. Mais dès lors que votre investissement sera amorti, vous avez l'obligation de rapatrier les 100%. Ça, c'est obligatoire. Vous devez rapatrier les 100%. Et aussi, pour ceux qui peuvent garder leurs recettes d'exportation dans les comptes à l'étranger, il n'y a que ceux qui ont communiqué leurs coordonnées bancaires à la Banque centrale et qui ont autorisé la Banque centrale d'effectuer des contrôles sur leur compte principal à l'étranger. Mais ce que je fustige, c'est au niveau de la redevance de suivi d'échange. Le code minier dit sur l'article 267, lorsque vous rapatriez les recettes d'exportation dans votre compte principal à l'étranger, la Banque centrale prélève 2%. 2%. Alors, on dit, sont exonérés de la redevance de suivi d'échange ceux qui rapatrient les recettes de leur compte à l'étranger. Ceux-là sont exonérés. Mais en réalité, cette exonération pose problème. Parce que dans l'écriture de l'article 267, il se pose un problème de la légistique formelle. Le législateur dit, ils sont exonérés. Mais d'autre part, il dit, ils sont imposés à la redevance de suivi d'échange au taux de 2% sur les 100% des recettes d'exportation. Ça signifie que vous rapatriez 100%, on prélève 2% sur la quantité rapatriée. Donc en réalité, il n'y a pas exonération. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème sur le plan de la légistique formelle. C'est pourquoi je voulais que dans les règlements miniers, on puisse clarifier, plutôt dans l'instruction de la Banque centrale, on puisse nous clarifier cela. On dit 100%. Mais ceux qui sont exonérés. En réalité, il y a une contradiction qui pose un problème de légistique formelle. Mais il faut dire aussi qu'il y a les services de la Banque centrale qui contrôlent et les services de la direction des mines pour que les obligations, notamment des rapatriements des fonds, soient respectées. Il y a aussi un problème de la clause de stabilisation, oui. Toujours en matière de ce nouveau code minier. Oui. Alors, c'est vrai, vous parlez de la clause légale de stabilité. Je ne préfère pas l'expression clause légale de stabilité. Pourquoi ? Je préfère qu'on parle de la garantie légale de stabilité. Parce qu'on parle de clause de stabilité lorsque la clause est contenue dans une convention minière, qui n'est pas qui est la loi des parties au regard de l'article 33 du code du décret de 1888, dit Code civil livre 3. Mais en réalité, lorsque c'est l'État qui garantit à travers une loi, c'est une garantie légale de stabilité. Et il y a plusieurs affaires qui ont été portées devant les CIRDI sur la garantie légale de stabilité ou sur la clause de stabilité. Alors, le problème qui se pose, c'est évidemment au niveau de la réduction de taux, plutôt de la durée de stabilité, qui est aujourd'hui passée de 10 ans à 5 ans. Les investisseurs, évidemment, se plaignent parce que il y a sur le plan théorique, il y a débat aujourd'hui, est-ce que le fait de réduire cela constitue une expropriation indirecte d'investissement ou une expropriation directe d'investissement? Je vous rappelle que dans notre pays, on a un problème parce qu'on ne définit pas ce qu'on appelle expropriation directe ou indirecte d'investissement. Même le code des investissements parle, mais on ne définit pas. C'est comme ça que dans une affaire opposant la RDC à Patrick Mutiel devant les CIRDI,
Patrick Mitchell a évoqué J'aimerais que vous l'expropriation. spécifiez à nos fidèles téléspectateurs, c'est quoi CIRDI? Le CIRDI, c'est le Centre international pour les règlements des différends relatifs aux investissements. Effectivement. C'est un peu un organe du groupe de la Banque mondiale qui s'occupe, c'est un centre d'arbitrage évidemment, mais qui fait partie du groupe de la Banque mondiale comme la CCI, la Chambre du commerce international. Alors cette affaire-là, opposant Patrick Mitchell, lorsqu'il a évoqué l'expropriation de son investissement, les avocats de la RDC ont soulevé l'exception devant les tribunaux arbitraires pour dire non, il n'y a pas d'expropriation. Chez nous, l'expropriation ne peut s'envisager qu'à l'égard des biens immobiliers. Or, les investissements sont constitués aussi des biens meubles corporels et incorporels. C'est pour ça que j'ai fait un plaidoyer, entre parenthèses, que dans le cas des codes, en plus, c'est peut nous définir ce qu'on n'entend pas l'expropriation d'investissement. Alors, la réduction de cette durée ne constitue pas une expropriation d'investissement. Parce que là, c'est dans le cadre d'une loi. Et on n'a pas supprimé la clause légale de stabilité, mais on a simplement réduit. Et le CIRDI, dans plusieurs affaires à trancher, il n'y a pas d'expropriation indirecte dès lors que l'État prévoit des avantages complémentaires. Alors, dans cette hypothèse, on n'a pas supprimé, mais on a réduit la durée de 10 ans à 5 ans. Bon, et se plaignent parce que pour venir investir, ils lèvent le fonds auprès des bailleurs étrangers, les bailleurs internationaux des fonds. Alors il faut que ces bailleurs soient assurés que pendant 10 ans, il n'y aura pas de révision des codes miniers qui viendra perturber les rendements. Mais nous sommes toujours, pour poser la question de code de stabilité, nous sommes toujours dans les régimes, nous revenons dans les régimes fiscaux. Il y a le problème aussi de la redevance minière qu'il faut aborder. La redevance minière, en réalité, de par sa nature juridique, ce n'est pas un impôt. Oui, vite, parce que nous tendons vers la fin. Ce n'est pas un impôt. Alors aujourd'hui, la redevance minière est imposée sur une base brute. Avant, c'était imposé sur une base nette. Ça signifie qu'on devait déduire les charges, notamment des transports, des commercialisations et des frais d'analyse. Et la redevance minière elle-même, c'était une charge déductible des professionnels sur les bénéfices. Aujourd'hui, les États préféraient l'imposer sur une base brute. C'est pour éviter les conflits avec les provinces, notamment les provinces minières. Parce que les Katanga à l'époque, vu que le pouvoir central ne respectait pas la clé de répartition de ce qui devait rétrocéder aux provinces, par la Banque centrale notamment, les Katanga avaient créé 2 taxes. Il y avait une taxe sur la voirie et le drainage et une autre taxe sur l'exportation des concentrés, qu'on déduisait de la redevance minière en violation du code. C'était une mauvaise interprétation du code. Parce que les charges qui sont déductibles de la redevance minière n'obéissent pas aux critères de déductibilité. Ces charges sont limitativement citées. Et aussi, les codes miniers étaient régis par le principe d'exhaustivité. C'est-à-dire que tous les impôts, droits, taxes sont limitativement cités. Alors, c'était une mauvaise interprétation. Et c'est comme ça qu'ils ont créé 2 taxes et cela a un impact sur le rendement de la redevance. C'est comme ça qu'en 2013, le ministre des Finances a pris un arrêté pour exclure la redevance minière de l'assiette, de 2 taxes de l'assiette de la redevance minière et les déduire de l'impôt sur les bénéfices. Et cela aussi a eu un impact sur les propriétaires. Merci beaucoup, Alpha Madoukou. Oui, monsieur le journaliste, je ne peux pas terminer aussi parce que c'est l'actualité. Je me dois de féliciter le nouveau président élu pour, évidemment, c'est l'actualité. Et nous sommes la jeunesse, nous demandons au président, évidemment, d'avoir un coup d'œil sur les jeunes, pas seulement les jeunes qui sont sur la liste des partis politiques, mais ceux qui ont une certaine expertise et qui peuvent contribuer aussi. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a entendu votre écrit. Alors, fidèles téléspectateurs, ça n'est fini avec ces numéros. À bientôt sur nos antennes de TD50 et merci beaucoup.